Oui, je suis Paul Kouakou du quotidien Le Mandat. Quotidien Le Mandat. Oui. Ma question est relative à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Comment parviendra-t-on à faire respecter cette mesure qui s'étend aux autres produits du tabac si seulement pour la cigarette, la loi n'est presque pas respectée et ça s'observe autour de nous? Et la deuxième question, c'est quels sont les moyens supplémentaires pour le respect strict de cette mesure? Merci. Merci bien. Moi, je ne serai pas aussi péremptoire que vous de dire que ça s'observe parce que nous sommes tous dans cette société et je ne fais pas le même constat que vous. C'est vrai, il y a quelques individus qui sont réfractaires, mais globalement, on peut être satisfait du respect de cette mesure. Puisque aujourd'hui, très honnêtement, pour ceux qui vont en boîte de nuit, je ne sais pas s'il y a encore des boîtes où on fume dans notre pays. Quand vous allez dans les restaurants, c'est pareil, même si certains restaurants définissent des espaces fumeurs, mais en général, on ne fume pas. Donc moi, je ne fais pas le même constat que vous de ce point de vue-là. Je tenais à le relever. Maintenant, il a été décidé d'étendre cette interdiction aux autres types, je dirais, de production de fumée. Ça va être le même dispositif. Mais la responsabilité de tous les gérants de ce genre de réceptif est mise en avant. Et il y a des brigades qui existent. Elles seront renforcées. Et si un contrevenant était pris, le gérant de la structure est soumis à des sanctions qui sont prévues par les textes. Donc voilà un peu, c'est un renforcement du dispositif qui sera mis en place. Les brigades seront encore plus efficaces. Et on l'a vu au début de la mise en œuvre de cette mesure d'interdiction. Non seulement les brigades ont fait leur travail, mais le contrôle citoyen a fait également son travail. Nous appelons chaque fois au contrôle citoyen et il est arrivé où la brigade a été saisie par un usager qui a constaté une infraction et qui a appelé les services compétents et le responsable de la structure a été sanctionné. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là. Il y aura un renforcement de contrôle et la responsabilité de tous les gérants est mise en avant. S'il n'y a plus de questions sur le Conseil, on peut prendre les questions d'actualité maintenant. Bonjour, Monsieur le ministre. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, l'activiste burkinabé Alain Traoré, plus connu sous le sobriquet d'Alino Faso, est porté disparu en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. D'après les dernières informations en notre possession, il aurait été arrêté pour espionnage. Pouvez-vous confirmer cette information et nous en dire plus, Monsieur le ministre? Merci. Je ne veux pas rentrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend, mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art, et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, donc je ne peux pas en dire plus, mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué du procureur de la République. Donc pour le moment, oui, il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme parce que certainement, il y a des choses qui lui sont reprochées. Attendons donc le communiqué du procureur une fois que la procédure sera arrivée à son terme. En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. Tout cela peut subsister dans le fantasme de certaines personnes qui ne savent pas que les choses ont changé, que nous sommes respectueux des droits de l'homme, que nous sommes respectueux des procédures.
Peut-être que cela a pu être vrai, mais ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque. Bonjour, Monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao de Anadolu et Info Express. Avant ma question, j'aimerais vous dire merci pour la nomination de M. Alcine à la tête de l'AIP, un monsieur très travailleur. Monsieur le ministre, ma question est relative aux réfugiés burkinabés au nord de notre pays. J'aimerais savoir quelle est la situation actuellement. Est-ce que certains ont commencé à partir dans leur pays? Est-ce qu'il y a plus d'affluence qu'auparavant? Quelle est la situation présentement? Merci, monsieur le ministre. D'abord, c'est le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas moi. Je note que vous êtes content de la nomination donc, de M. Alcini. J'imagine que beaucoup d'autres le sont également, mais c'est une décision du chef de l'État. Pour ce qui est donc des réfugiés burkinabés, vous savez que l'insécurité continue donc dans certaines régions de nos pays limitrophes, les pays voisins. Donc, à notre pays, c'est ce qui a provoqué cet afflux de réfugiés. Le mouvement, il est continu. Il y en a qui essaient de partir, mais il y a quelques-uns qui viennent toujours. La Côte d'Ivoire reste un pays d'accueil. Nous les accueillons. Nous souhaitons que très rapidement, les questions de sécurité soient réglées dans leur pays pour que donc, ces populations puissent y retourner. Vous savez, on est toujours mieux que chez soi. Et je peux vous assurer que ces populations rêvent toutes de retourner dans leur pays. Donc nous prions pour que les conditions le permettent et nous pouvons vous assurer qu'elles retourneront donc de leur plein gré. Monsieur le ministre, ma question porte sur Marcel Appelant, Maternité Matin. Ma question porte sur la lutte de la fuite des produits de rente vers des pays voisins. Dans ce cadre-là, il a été mis sur pied l'opération Verrou 322, pilotée par des forces de défense et de sécurité, ainsi que des forces paramilitaires. Alors, des enquêtes auraient révélé qu'il y a l'implication de certaines autorités administratives. Je dis bien aurait révélé. Alors, monsieur le ministre, quelle est la réalité? Est-ce que cette accusation est fondée? Est-ce qu'elle n'est pas fondée? Qu'en est-il en réalité? Merci, monsieur le ministre. Bien, merci. Mais la réalité, c'est ce communiqué du chef d'état-major général qui a été publié et qui est très clair. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que il y a régulièrement de la fuite de nos matières premières. Du café, du cacao, pour ce qui concerne ce binôme, mais également de l'anacade. Et cela va même plus loin, puisque vous avez dû suivre qu'il y a eu une interdiction donc, de sortir des graines de coton, parce que la graine de coton aussi faisait l'objet de trafic. Le gouvernement a décidé de protéger donc, nos frontières contre cette fuite de nos matières premières. Et c'est dans ce cadre-là qu'après enquête, donc, il a été découvert dans la zone de Sipilo un vaste réseau donc, je dirais, de trafic frauduleux donc, du cacao. C'est ainsi que des sanctions ont été prises. Je veux dire que ce n'est pas la première fois que des sanctions de ce genre sont prises, mais cette fois-ci, le gouvernement a décidé de communiquer fortement là-dessus pour en appeler à la responsabilité de chacune et chacun de nos citoyens, de chacune et de chacun de ceux qui peuvent se comporter comme des ennemis de l'intérieur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Parce que chaque exportation frauduleuse est une perte de devises pour notre pays. Et ces devises-là, ce sont celles qui permettent à l'État de faire tous les investissements qu'il fait, tous les investissements sociaux de base qu'il fait.
Donc, à la suite de la découverte et donc des enquêtes menées dans le cadre de l'affaire de Sipilou, puisque c'est de cela qu'il s'agit, de la fuite donc de cacao vers un pays frontalier, un certain nombre de personnes de l'administration ont été relevées de leurs fonctions. Et le communiqué est très clair là-dessus. Il s'agit donc notamment donc, du préfet du département de Sipilou, du commissaire de police, du chef du détachement des Fassi, du commandant de la brigade de gendarmerie, du chef du bureau des douanes. Et l'enquête se poursuit pour pouvoir débusquer et punir tous ceux qui, de près ou de loin, sont mêlés à ce trafic-là. Il s'agit de protéger notre territoire, il s'agit de protéger les ressources de notre pays. Il est inadmissible que des citoyens soient complices de la fuite de devises de notre pays, soient complices de la fuite de produits de notre pays. Voilà un peu le sens, je dirais, de ce communiqué qui vient un peu pour sonner le holà, pour dire un peu que ça suffit de ces pratiques qui, je dirais, sont sujettes à créer des problèmes à la consolidation de cette économie forte que le chef de l'État s'évertue à bâtir pour notre pays. Bonsoir, Monsieur le ministre. Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Ma toute première préoccupation porte sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La semaine dernière, nous vous interrogions ici sur le départ qui avait été annoncé des diplomates burkinabés. Vous nous répondiez que vous n'en aviez pas eu vent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer, sinon infirmer, que ces diplomates-là sont retournés dans leur pays? Ma seconde préoccupation porte sur les assises des femmes du PPACI du samedi dernier. Au cours de cet événement, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, a dit, s'il était réélu en tant que président de la République, la première des choses qu'il ferait, ce serait d'indemniser toutes les victimes de la crise post-électorale. Est-ce à dire que, sous le pouvoir du chef de l'État actuel, ces différentes victimes-là n'ont pas été indemnisées? Et ma toute dernière préoccupation est relative à la saisine annoncée par Laurent Gbagbo lui-même de l'ONU. Vous leur demandiez de vous apporter, disons, cette lettre-là. Est-ce que cela a été fait? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Vous imaginez bien que j'ai approché les services donc, du ministère des Affaires étrangères donc, pour la première question. Le Burkina a décidé de changer son personnel, donc c'est de son droit. Voilà, ils ont estimé qu'ils devaient envoyer de nouveaux diplomates, c'est de leur droit. Donc, pour ce qui est des assises des femmes du PPACI, au cours desquelles l'ancien président Laurent Gbagbo a promis d'indemniser toutes les victimes. Bon, les victimes sont là, elles sont organisées en association, elles savent tout ce que le président Ouattara, en tout cas le gouvernement actuel, a fait pour leur indemnisation, qui va même jusqu'à la prise en charge donc, de certains patients. Régulièrement, ici, le président les a reçus, ici même au palais. On a eu des rencontres avec les victimes et je peux vous assurer que le processus d'indemnisation s'est fait et s'est poursuivi. Maintenant, il peut arriver que certaines personnes, et ça on l'a découvert au fur et à mesure, par crainte, par peur, ne se soient pas fait identifier, mais le processus reste ouvert. Après, c'est des promesses. Nous sommes en période, donc, je dirais, quasi électorale. On va entendre beaucoup de promesses. Maintenant, après, il y a ceux qui y croient. Et puis, il y a ceux qui peuvent attendre des preuves avant de croire aux promesses. Mais n'engage que ceux qui y croient. Pour ce qui est de la saisine de l'ONU, vous imaginez bien qu'avec cette proportion à tout diffusée sur les réseaux sociaux, si une lettre avait existé, vous l'aurez reçue peut-être même avant nous-mêmes. Pour le moment, nous n'avons rien reçu de ce genre.
Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Monsieur le ministre, on était lundi à la cérémonie de vœux au chef de l'État et on a constaté que les partis politiques de l'opposition, en tout cas les partis significatifs, étaient absents de cette rencontre-là. Je fais allusion au PDCI, au PPACI, FPI et j'en passe. Alors, on sait que ces partis-là, depuis un moment, réclament au gouvernement un dialogue politique. Alors, pour certains observateurs, c'est que cette absence-là montre qu'il y a vraiment une crise entre les partis d'opposition et le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, tous les partis ont été invités. Quand vous êtes invité, vous décidez de venir ou de ne pas venir, mais cela ne veut pas dire qu'il y a forcément une crise entre vous et celui qui vous invite. Tous les partis ont été invités, donc il y en a qui sont venus, d'autres ont choisi de ne pas venir. Peut-être qu'il faut leur demander pourquoi. Mais de notre point de vue, il n'y a aucune crise. J'ai indiqué ici à plusieurs reprises que toutes nos institutions fonctionnent et que certaines préoccupations relèvent de certaines institutions. Quand on a confiance en l'État, on s'adresse à ces institutions-là. Donc s'il y avait quelques préoccupations qu'il y avait, ce serait bien que ceux qui portent ces préoccupations les adressent aux institutions donc, desquelles elles relèvent. Pour ce qui nous concerne, non, nous ne sommes pas témoins de crise, de quelque crise que ce soit. Alors, bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Kone Nanourgo, journaliste à la télévision Business 24 Africa. Alors, Monsieur le ministre, on sait qu'en 2023, le gouvernement avait lancé une vaste opération pour lutter contre les cliniques privées illégales. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que la lutte a porté? La deuxième question, depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale est rentrée en vigueur. Alors, quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que l'économie ivoirienne s'en sort bien? Merci. Bien, je ferai venir le ministre de la Santé la prochaine fois et puis le ministre de l'Économie. Mais pour ce qui est des cliniques privées, déjà vous devez savoir que le premier bilan qui avait été dressé, c'est de dire qu'environ 2000 cliniques avaient été fermées dans le pays. Donc vous imaginez bien que c'est un chiffre qui est révélateur du succès de cette opération. Et cela s'est poursuivi. Il y a eu des cas qui ont été donc donnés dans les médias. Seul le ministère de la Santé peut vous faire donc un point, je dirais, détaillé, beaucoup plus précis. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, il suffit de regarder la performance de notre économie pour comprendre que notre économie va bien. Et si nous avons été partis de cette zone de libre-échange, c'est bien parce que nous y gagnons quelque chose. Donc, de ce point de vue, peut-être que nous interrogerons le ministre du Commerce et puis le ministre de l'Économie pour que vous ayez donc des détails chiffrés. Mais ma posture de porte-parole qui me permet d'être transversale et d'avoir une vue globale de certaines situations ne me permet pas d'aller donc dans les détails des chiffres de ce que la Côte d'Ivoire a pu gagner donc, avec la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas eu, en tout cas, d'alerte concernant le ministre du Commerce ou le ministre de l'Économie sur la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Bien. Je voudrais donc vous remercier pour votre participation donc, au compte-rendu de ce Conseil des ministres. Et puis, en vous souhaitant donc bon appétit, je vous dis rendez-vous le 13 février prochain.